Le grand auditorium de la Cité internationale de Lyon bourdonnait d'une énergie artificielle. Des centaines de personnalités se pressaient dans leurs costumes impeccables, échangeant des cartes de visite et des sourires calculés. La conférence internationale sur la préservation du patrimoine historique attirait tout ce que la France comptait d'influents. Architectes renommés, politiciens en campagne déguisée, entrepreneurs aux poches profondes. Ariane Lefebvre poussa la lourde porte vitrée et se glissa à l'intérieur comme une ombre. Ses cheveux bruns étaient simplement attachés, ses vêtements discrets contrastaient violemment avec l'opulence ambiante. Elle portait un sac en toile usé et des chaussures de marche qui avaient connu bien des terrains difficiles. À 32 ans, elle possédait cette beauté naturelle que la douleur avait rendue plus profonde, plus authentique. Elle chercha instinctivement le dernier rang, là où elle pourrait observer sans être vue. Professeur Dubois l'avait invitée par pitié, elle le savait. « Tu mérites d'entendre parler de ton propre travail », avait-il murmuré au téléphone, la voix chargée de regret. Ariane avait hésité pendant des jours avant d'accepter. Assise au fond, elle ferma les yeux un instant. 3 ans, 3 longues années depuis que son nom avait été effacé de l'histoire des découvertes archéologiques lyonnaises. 3 ans depuis qu'on l'avait accusé de négligence, de destruction de pièces historiques, dans un montage qui lui avait coûté sa carrière, sa réputation, sa confiance en l'humanité. Le présentateur monta sur scène, ajustant son micro avec importance. « Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir le principal mécène de cette restauration exceptionnelle. » Ariane ouvrit les yeux. Son cœur se serra quand elle entendit le nom prononcé avec déférence. Monsieur Étienne Morel, directeur général des entreprises Morel. Elle le vit avant qu'il n'apparaisse sur scène. Un homme d'environ 35 ans, élégant sans ostentation, aux traits fins marqués par une fatigue qu'aucun costume sur mesure ne pouvait dissimuler. Ses cheveux châtains étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé la main dedans par nervosité. Il portait une montre simple, pas de bijoux clinquants. Étienne Morel, le fils, l'héritier de l'Empire qui avait détruit sa vie. Il était censé monter directement sur scène, suivre le protocole minutieusement orchestré. Mais quelque chose l'arrêta net. Ses yeux parcoururent l'assistance et se posèrent sur elle. Sur cette femme seule au dernier rang qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Ariane sentit son regard et voulut disparaître. Mais Étienne ne détourna pas les yeux. Au contraire, il fit quelque chose d'impensable. Ignorant les chuchotements surpris de l'assistance, il descendit l'allée centrale et marcha directement vers elle. « Excusez-moi », murmura-t-il en s'arrêtant près de son rang. Sa voix était douce, teintée d'un accent léger du Sud. « Vous êtes bien Ariane Lefebvre ?» Le sang d'Ariane se glaça. Comment connaissait-il son nom? Elle hocha la tête lentement, prête à fuir. « J'ai lu votre thèse sur les réseaux souterrains médiévaux de Lyon. Votre travail sur les galeries du Vieux-Lyon était révolutionnaire. » Ariane le fixa, incrédule. Cet homme, ce Morel, avait lu son travail, le travail pour lequel elle avait été bannie. « Je suis désolé, » continua-t-il, ignorant les regards curieux de l'assistance. « Désolé de ce qui vous est arrivé. Ce n'était pas juste. » Les mots frappèrent Ariane comme une gifle. Personne, absolument personne, n'avait jamais reconnu l'injustice qu'elle avait subie. Elle sentit sa gorge se serrer, ses mains tremblaient légèrement. « Pourquoi me dites-vous cela ?» chuchota-t-elle. Étienne hésita. Il aurait dû être sur scène depuis 5 minutes. Les organisateurs commençaient à s'agiter. Mais il ne bougea pas. « Parce que la vérité mérite d'être dite, et parce que... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Parce que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est vraiment passé. » Le présentateur tout sauta dans son micro. « Monsieur Morel, nous sommes prêts pour votre intervention. » Étienne se tourna vers la scène, puis vers Ariane. « Accepteriez-vous de prendre un café avec moi, après la conférence ?» Ariane voulut refuser. Chaque fibre de son être lui criait de s'enfuir, de ne pas faire confiance à un Morel. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Je ne sais pas, » balbutia-t-elle. « Je comprends votre hésitation, mais j'aimerais vraiment vous écouter. Vraiment. » Il remonta vers la scène, laissant Ariane dans un état de confusion totale. Pendant toute sa présentation sur les investissements en patrimoine, elle ne put s'empêcher de l'observer. Il parlait avec passion des pierres anciennes, de la mémoire des villes, utilisant parfois des termes techniques qu'elle-même employait dans ses recherches. Quand il quitta la scène sous les applaudissements, leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, Ariane ne détourna pas les yeux. Peut-être était-il temps d'écouter ce que le fils avait à dire sur les péchés du père. Le petit café de la rue Mercière était à 1000 lieues de l'opulence de la conférence. Ariane avait choisi cet endroit volontairement,
un territoire neutre où elle se sentait chez elle, loin des regards indiscrets et des oreilles curieuses. Elle était arrivée en avance, s'installant à une table près de la fenêtre, dos au mur, comme si elle se préparait à une confrontation. Quand Étienne poussa la porte, il avait troqué son costume contre un pull en cachemire noir et un jean. Cette simplicité le rendait plus humain, moins intimidant. Il la repéra immédiatement et s'approcha avec une hésitation touchante. « Merci d'être venu, » dit-il en s'asseyant. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. » Ariane sirota son thé, évitant son regard. « Moi non plus. » Ils commandèrent en silence. Étienne observait discrètement cette femme qui l'intriguait tant. Il y avait en elle une force contenue, comme un feu qui couvait sous la cendre. Ses mains, remarqua-t-il, portèrent les traces de son métier. Quelques cicatrices fines, les ongles courts et pratiques de quelqu'un qui travaille la terre et la pierre. « Pourquoi m'avoir contacté ?» demanda-t-elle finalement. « Votre famille a obtenu ce qu'elle voulait. Je ne suis plus une menace pour personne. » Étienne posa sa tasse avec précaution. « Racontez-moi ce qui s'est vraiment passé. Votre version. » « Ma version ?» Ariane rit amèrement, comme s'il y en avait plusieurs. « Il y en a toujours plusieurs. J'aimerais connaître la vôtre. » Ariane hésita. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Elle avait fini par garder sa vérité pour elle, comme un trésor douloureux. « J'avais découvert un réseau de galeries sous le 4e arrondissement, » commença-t-elle lentement. « Des tunnels du XIVe siècle, parfaitement conservés, avec des fresques murales intactes. C'était magique, comme si l'histoire nous tendait la main. » Ses yeux s'illuminèrent, c'est malgré elle. Étienne vit la passion brûler dans son regard et comprit pourquoi son travail avait fait tant de bruit. « J'avais demandé un moratoire sur les constructions prévues dans la zone, le temps d'étudier correctement le site. C'était la procédure normale. Mais apparemment, cela retardait des projets immobiliers importants. Et ensuite, on a trouvé des fragments de céramique brisés près de mon matériel. On m'a accusé de négligence, de destruction du patrimoine. Ironie du sort, non ? Sa voix se durcit. Les mêmes personnes qui voulaient détruire le site pour construire des parkings m'accusaient de vandalisme. » Étienne serra les mâchoires. Il commençait à comprendre la mécanique sordide. « Qui vous a accusé formellement ?»« Jean-Claude Martineau, chef du département d'urbanisme. » Et elle hésita. « Et votre père ?»« Monsieur Henri Morel a personnellement témoigné contre moi, affirmant que mes méthodes étaient dangereuses pour le patrimoine. » Le silence tomba entre eux. Étienne ferma les yeux un instant. Son père, toujours son père. « Mon père est mort il y a 2 ans, » dit-il doucement. Ariane ne s'attendait pas à cette révélation. « Je suis désolé. » « Ne le soyez pas. Pas pour lui. Il a fait des choses terribles. » Étienne leva les yeux vers elle. « Je soupçonne que votre affaire en fait partie. Pourquoi me dites-vous cela? Vous ne me connaissez même pas. Parce que j'ai passé 2 ans à essayer de comprendre qui était vraiment mon père. J'ai trouvé des documents, des correspondances. Il y a des zones d'ombre dans sa gestion d'entreprise que je ne parviens pas à élucider. » Ariane sentit son cœur s'emballer. Quel genre de documents? Des échanges avec des responsables municipaux, des paiements dont je ne comprends pas l'origine. Et il marqua une pause. Et votre nom qui revient plusieurs fois dans ses notes personnelles, même après votre éviction. Le monde d'Ariane bascula. Son père avait continué à parler d'elle. Pourquoi? Écoutez, continua Étienne, je ne vous demande pas de me faire confiance. Je sais que c'est impossible, mais j'aimerais vous proposer quelque chose. Quoi? J'ai hérité de l'entreprise, mais aussi de ses secrets. Si vous acceptez de m'aider à comprendre ce qui s'est passé, je vous aiderai à retrouver la vérité. Et peut-être à retrouver votre place. Ariane le fixa avec incrédulité. Pourquoi feriez-vous ça? Étienne hésita. Comment expliquer cette sensation étrange qu'il avait eue en la voyant au fond de l'auditorium? Cette impression qu'elle était exactement là où elle devait être, mais au mauvais moment. Parce que j'en ai assez de porter les erreurs de mon père, et parce que... Il chercha ses mots. Parce que je crois qu'on se trompe parfois de combat. Moi, j'ai combattu contre l'héritage de mon père. Vous vous battez pour préserver quelque chose de plus grand que nous. Peut-être qu'ensemble, on peut faire les deux. Ariane sentit quelque chose se fissurer dans sa carapace. Cette proposition était insensée. S'associer avec un Morel, c'était comme demander à l'agneau de travailler avec le loup. Mais il y avait cette lueur dans ses yeux. Cette sincérité qui lui rappelait pourquoi elle était devenue archéologue, pour chercher la vérité, même enfouie sous des couches de mensonges. « Je vais y réfléchir », murmura-t-elle. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Mais Ariane... Il utilisa son prénom pour la première fois et cela sonna étrangement juste. « N'abandonnez pas. Ce que vous avez découvert, ce que vous savez, ça mérite de voir la lumière. » Quand elle le quitta,
Ariane marchait différemment. Comme si un poids invisible s'était légèrement allégé. Pour la première fois depuis 3 ans, elle avait envie de se battre à nouveau. 2 jours après leur rencontre au café, Ariane reçut un message d'Étienne. « J'ai trouvé quelque chose. Pouvez-vous venir chez moi ce soir ?» Elle hésita longuement avant de répondre. Accepter signifiait franchir une ligne qu'elle avait tracée pour se protéger. L'appartement d'Étienne, dans le 6e arrondissement, la surprit. Elle s'attendait à un décor ostentatoire, mais découvrit un intérieur sobre et chaleureux. Des livres d'architecture s'empilaient sur les tables, des plans d'urbanisme tapissaient un mur entier. C'était l'antre de quelqu'un qui prenait son métier à cœur. « Merci d'être venu », dit-il en l'accueillant. Il portait une chemise blanche dont il avait retroussé les manches, révélant des avant-bras marqués par un travail que ne laissait pas soupçonner ses costumes de dirigeant. « J'ai failli ne pas venir », avoua-t-elle. « Qu'est-ce qui vous a décidé ?»« La curiosité, mon défaut principal. » Étienne sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait. Il l'entraîna vers son bureau, où des cartons s'empilaient. Les archives personnelles de mon père. Je les évitais depuis sa mort, mais après notre conversation, j'ai eu le courage de les ouvrir. Il marqua une pause sur ce « notre », comme s'il testait le terrain, et j'ai trouvé ça. Il lui tendit un dossier épais marqué « Projet Confluence », confidentiel. Ariane l'ouvrit et blêmit. Sa propre signature apparaissait sur des rapports de fouilles qu'elle ne se souvenait pas d'avoir rédigés. « Ces documents, murmura-t-elle, falsifiés. Regardez les dates. Certains sont postérieurs à votre éviction. » Étienne s'assit à côté d'elle, assez proche pour sentir le parfum discret de sa peau. Quelque chose de frais, comme la terre après la pluie. Quelqu'un a imité votre écriture pour justifier la destruction des galeries. Ariane tourna les pages, le cœur battant. Mais pourquoi garder ces faux? C'est là que ça devient intéressant. Étienne sortit une autre chemise. Correspondance entre mon père et Jean-Claude Martineau. Lisez. Les lettres révélaient un échange sordide. Martineau avait organisé l'éviction d'Ariane contre une promesse. Les entreprises Morel obtiendraient l'exclusivité sur tous les projets de construction dans le secteur des découvertes. « Votre père a acheté ma disgrâce », dit Ariane d'une voix blanche. « Il semblerait, oui. » Étienne la regardait, guettant sa réaction. « Mais il y a autre chose. Des notes manuscrites de mon père, datées de quelques mois avant sa mort. » Il lui tendit un carnet à la reliure usée. L'écriture était tremblante, celle d'un homme malade. « Erreur sur Lefebvre, injustice, comment réparer ?» lut Ariane à voix haute. Elle leva les yeux vers Étienne. Il avait des remords, on dirait. Et regardez la page suivante. Étienne doit savoir, lui donner les preuves. Lefebvre mérite réhabilitation. Les mots dansaient devant les yeux d'Ariane. Il pensait à moi avant de mourir, apparemment. Mais il n'a jamais eu le temps de vous contacter. Étienne referma le carnet. Ou peut-être qu'il n'en a pas eu le courage. Ariane se leva arpentant la pièce. 3 ans de colère, de honte, d'isolement, et maintenant cette révélation. Elle ne savait plus quoi ressentir. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que vous avez le droit de savoir et parce que... » Étienne hésita. « Parce que j'aimerais réparer ce que mon père a détruit. On ne répare pas 3 ans de vie brisée avec quelques excuses. »« Non, » admit-il, « mais on peut peut-être construire quelque chose de nouveau. » Ariane s'arrêta devant la fenêtre, observant Lyon qui s'étendait dans la nuit. Quelque part sous cette ville dormaient ses galeries, ses découvertes, son travail de passion. « Que proposez-vous exactement ?» Étienne la rejoignit, gardant une distance respectueuse. « J'ai rencontré le nouveau directeur de l'urbanisme hier. Martineau a été muté à Marseille l'an dernier. D'autres scandales, apparemment. Son remplaçant, Claire Rousseau, semble plus intègre. Et elle accepterait de rouvrir votre dossier si nous lui apportons ses preuves. Avec un soutien financier pour de nouvelles fouilles, vous pourriez reprendre vos recherches. » Ariane se tourna vers lui, incrédule. « Vous financeriez mes fouilles après ce que votre père m'a fait, surtout à cause de ce qu'il vous a fait. » Ils se regardèrent longuement. Ariane cherchait le piège, la manipulation. Mais elle ne trouvait que cette sincérité troublante qui l'avait frappée dès leur première rencontre. « Il y a une condition, » ajouta Étienne. « Laquelle ? Que vous me laissiez vous aider. Vraiment, pas seulement financièrement. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je ne connais rien à l'archéologie, mais je connais les rouages administratifs, les pressions politiques. Ensemble, nous avons une chance de réussir. Ensemble. » Ariane testa le mot. Il sonnait étrange après tant d'années de solitude. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais... » il chercha ses mots. « Quand je vous ai vu au fond de cette salle, j'ai eu l'impression que vous étiez exactement là où vous deviez être, pas au dernier rang.
En première ligne. Quelque chose se noua dans la poitrine d'Ariane. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle méritait d'être en première ligne. « D'accord », murmura-t-elle. « Essayons. » Le sourire qui éclaira le visage d'Étienne valait tous les risques du monde. Ariane ne le savait pas encore, mais elle venait de faire le premier pas vers quelque chose qui changerait sa vie bien au-delà de sa carrière. Le bureau de Claire Rousseau respirait l'efficacité moderne. Contrairement à son prédécesseur Martineau qui collectionnait les bibelots de prestige, elle avait opté pour la sobriété, quelques plantes vertes, des dossiers impeccablement classés et une grande carte de Lyon punaisée de repères colorés. « Madame Lefebvre » dit-elle en se levant pour l'accueillir, « je suis ravie de vous rencontrer enfin. Votre réputation vous précède. » Ariane échangea un regard avec Étienne. Depuis une semaine qu'il préparait cette rencontre, elle avait appris à décrypter ses expressions. Là, il était aussi surpris qu'elle par l'accueil chaleureux de la directrice. « Ma réputation ?» demanda Ariane prudemment. « Votre thèse sur les réseaux souterrains lyonnais fait encore référence dans les universités européennes. J'ai étudié vos méthodes quand j'étais moi-même étudiante. » Claire Rousseau avait une quarantaine d'années, des cheveux poivre et cils coiffés en chignon strict et des yeux vifs qui ne manquaient rien. Elle examinait les documents qu'Étienne avait apportés avec l'attention d'un expert. « Ces falsifications sont stupéfiantes », murmura-t-elle en étudiant les faux rapports. « Et ces correspondances entre Martineau et M. Morel, père ?» Elle leva les yeux vers Étienne. « Vous rendez-vous compte de ce que cela implique ? Un scandale de corruption qui pourrait ébranler plusieurs institutions. » répondit Étienne calmement. « C'est exactement pourquoi nous venons vous voir en privé. » Claire hocha la tête. « Sage précaution. Madame Lefebvre, accepteriez-vous de reprendre officiellement vos recherches sous l'égide de notre département ?» Ariane sentit sa gorge se serrer. Après 3 ans d'errance, retrouver une légitimité officielle lui semblait presque irréel. « Oui, bien sûr, mais les galeries ont peut-être été détruites depuis… » « Justement, non. » Claire sourit. « Les travaux ont été suspendus à cause de problèmes géologiques. Officiellement, du moins. En réalité, j'ai toujours eu des doutes sur votre éviction. J'ai fait traîner les autorisations. » Étienne se pencha en avant. « Vous saviez ?» Je soupçonnais. Martineau était peu subtil dans ses préférences contractuelles, mais je n'avais pas de preuves. Elle tapota les documents. « Maintenant, si. » Ils passèrent l'heure suivante à établir un protocole. Ariane reprendrait les fouilles avec une équipe réduite mais compétente. Étienne financerait l'opération à travers une fondation créée spécialement pour l'occasion, une façon de laver l'argent taché de son père, songea Ariane. En sortant de la mairie, ils marchèrent en silence le long de la Saône. Le printemps transformait Lyon en palette de vert tendre, et Ariane se surprit à remarquer la beauté de sa ville comme si elle la redécouvrait. « Ça fait bizarre », dit-elle finalement. « Quoi ? D'avoir de l'espoir à nouveau ?» Elle s'arrêta près du pont, regardant l'eau couler. Pendant 3 ans, je me suis interdit de rêver à ce moment. C'était trop douloureux. Étienne l'observait de profil. Le soleil jouait dans ses cheveux, révélant des reflets cuivrés qu'il n'avait pas remarqués avant. Elle avait ôté sa veste, et il pouvait voir la tension quitter progressivement ses épaules. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, j'ai peur. » Elle se tourna vers lui. « Et si je n'étais plus à la hauteur ? Et si 3 ans loin du terrain avaient émoussé mes compétences ? Impossible. » Sa réponse fusa, si ferme qu'Ariane en fut surprise. « Comment pouvez-vous en être si sûr ? » « Parce que j'ai vu vos yeux s'allumer quand Claire a parlé des galeries intactes. On ne perd pas une passion comme ça. » Il hésita. « Et parce que vous m'avez fait redécouvrir l'amour des pierres anciennes. » Ariane sentit son cœur s'accélérer. Dans la voix d'Étienne, il y avait quelque chose de nouveau, une note plus personnelle qui la troublait. « Étienne ? Je sais. » Il leva les mains. « Ce n'est ni le moment, ni le lieu. Et je suis probablement la dernière personne au monde en qui vous devriez avoir confiance. » Il sourit tristement. « Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que cette collaboration va changer ma vie autant que la vôtre. » Une semaine plus tard, Ariane se tenait à l'entrée des galeries souterraines qu'elle n'avait plus vues depuis 3 ans. L'équipe que Claire avait constituée l'attendait. Léo Dubois, jeune archéologue fraîchement diplômé aux yeux brillants d'enthousiasme, Margot Villeneuve, restauratrice experte en art médiéval, et Vincent Moreau, géologue réputé qui avait insisté pour participer bénévolement. « Alors, chef » dit Léo avec un sourire. « On y va ?»« Chef ». Le mot résonna étrangement dans l'esprit d'Ariane. Cela faisait si longtemps qu'on ne s'adressait plus à elle avec respect professionnel. Elle alluma sa lampe frontale et prit une profonde inspiration. L'odeur de terre humide et de pierres anciennes l'envahit, déclenchant une bouffée d'émotion si forte qu'elle dut s'appuyer contre le mur. « Madame Lefebvre » s'inquiéta Margot. « Ça va, c'est juste… »
Ariane essuya discrètement une larme. C'est comme retrouver une maison abandonnée. Étienne, qui avait tenu à les accompagner pour cette première descente, s'approcha. « On peut attendre si vous préférez. » « Non. » Ariane se redressa. « J'ai attendu 3 ans, c'est largement suffisant. » Elle s'avança dans le tunnel principal, sa lampe révélant les merveilles qu'elle avait découvertes autrefois. Les fresques murales étaient intactes, leurs couleurs préservées par l'obscurité. Les voûtes de pierre sculptées témoignaient du savoir-faire de leur créateur. « Mon Dieu !» murmura Margot. « C'est magnifique. »« Attendez de voir la salle principale, » dit Ariane, sa voix retrouvant son assurance d'antan. Ils progressèrent dans les galeries, chacun absorbé par les découvertes. Étienne suivait en silence, conscient d'assister à quelque chose de sacré. Il voyait Ariane renaître sous ses yeux, redevenir cette femme passionnée et brillante que ses recherches révélaient. Quand ils atteignirent la grande salle voûtée qui avait été le cœur de ses découvertes, Ariane s'immobilisa. Au centre, exactement comme elle l'avait laissé, trônait un autel de pierre gravé de symboles médiévaux. « Il est encore là » souffla-t-elle. « Vous pensiez qu'il aurait disparu » demanda Léo. « Je pensais que tout aurait disparu. » Elle caressa la pierre sculptée avec révérence. « Bonjour, vieil ami, tu m'as manqué. » Étienne sentit sa poitrine se serrer. Il comprenait maintenant pourquoi on avait eu peur d'Ariane Lefebvre. Elle ne faisait pas que de l'archéologie. Elle ressuscitait le passé. Et lui, qui avait passé sa vie à construire du neuf en effaçant l'ancien, découvrait la beauté de préserver ce qui avait traversé les siècles. Ce jour-là, dans ces galeries oubliées, Ariane retrouva son royaume perdu. Et Étienne comprit qu'il était en train de tomber amoureux. 1 mois de fouilles avait transformé les galeries en ruches d'activité. Ariane avait retrouvé tous ses réflexes, dirigeant son équipe avec une précision qui impressionnait même les plus expérimentés. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, fragments de céramique, pièces de monnaie, outils d'époque qui racontaient l'histoire de ceux qui avaient vécu ici des siècles plus tôt. Étienne descendait tous les jours, officiellement pour superviser l'investissement de sa fondation, officieusement parce qu'il ne pouvait plus se passer de voir Ariane dans son élément. Elle portait des vêtements de travail pratiques qui révélaient sa grâce naturelle, ses cheveux échappés de leur élastique encadraient un visage animé d'une passion contagieuse. « Regardez ça » dit-elle ce matin-là, tenant délicatement un fragment de parchemin découvert dans une anfractuosité. Ses mains, remarqua Étienne, tremblaient légèrement d'excitation. Margot s'approcha avec sa loupe. « 14e siècle, sans doute, mais l'encre est encore lisible par endroits. On peut déchiffrer quelque chose ?» demanda Léo, qui documentait chaque trouvaille avec un soin maniaque. « Donnez-moi quelques heures, » murmura Margot, « mais je crois voir des mots en latin. » L'après-midi, elle revint avec des nouvelles qui électrisèrent à l'équipe. « C'est un inventaire, » annonça-t-elle, les yeux brillants. Un moine répertoriait les objets stockés dans ces galeries. Et écoutez ça, Bibliotheca Secreta, livres interdits par décision papale. Ariane blêmit. Une bibliothèque secrète? Il semblerait. Et selon cet inventaire, elle devrait se trouver, Margot consulta ses notes, dans une salle adjacente à celle-ci. Vincent, le géologue, étudiait les murs depuis 1 heure avec ses instruments. Il y a effectivement une cavité derrière ce mur, une salle d'environ 15 mètres carrés. Le cœur d'Ariane battait si fort qu'elle craignait que les autres l'entendent. Une bibliothèque médiévale secrète, c'était le rêve de tout archéologue. « On ouvre ?» demanda Léo avec l'impatience de la jeunesse. « Doucement !» tempéra Ariane. « Si des manuscrits ont survécu, ils sont dans un équilibre fragile. Le moindre changement d'atmosphère pourrait les détruire. » Ils passèrent le reste de la journée à préparer l'ouverture avec un soin méticuleux. Étienne observait Ariane diriger les opérations, admirant sa précision, sa patience, mais il sentait aussi sa nervosité croissante. Cette découverte pourrait changer l'histoire de l'archéologie médiévale. Le lendemain matin, après une nuit d'insomnie pour tous, ils percèrent délicatement un trou dans la paroi. Ariane fut la première à passer une caméra endoscopique dans l'ouverture. Ce qu'elle vit la figea. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'impatienta Léo. Ariane retira la caméra, le visage livide. « Il faut appeler Claire immédiatement. Et probablement la police. »« La police ?» Étienne fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« Parce qu'il n'y a pas que des manuscrits anciens là-dedans. » Ariane le regarda gravement. « Il y a aussi des dossiers modernes. Beaucoup de dossiers modernes. » 2 heures plus tard, Claire Rousseau descendait dans les galeries avec un expert en investigation financière et un commissaire de police discrètement prévenu. L'ouverture de la salle secrète révéla un spectacle stupéfiant. Des étagères remplies de manuscrits médiévaux côtoyaient des classeurs contemporains et des coffres métalliques. « Martineau » murmura Claire en découvrant les dossiers,
Il utilisait cet endroit comme cache. Le commissaire Blanchard, un homme sec aux cheveux grisonnants, examinait les documents avec attention. Contrats falsifiés, dessous de table, correspondances compromettantes. Il y a de quoi faire tomber la moitié du conseil municipal. Étienne ouvrit l'un des coffres et découvrit des liasses de billets. Et voilà pourquoi il ne voulait pas qu'on fouille ici. Ariane se sentait nauséeuse. Sa découverte archéologique majeure était souillée par cette corruption moderne. Dire qu'il a détruit ma carrière pour protéger ça. Pas seulement votre carrière, dit le commissaire en sortant un dossier épais. Regardez. Le dossier contenait des photos de surveillance d'Ariane, ses horaires de travail, ses habitudes, même des copies de ses relevés bancaires. Il vous espionnait, murmura Étienne, la mâchoire serrée. Depuis des mois avant votre éviction, confirma Blanchard. Et regardez ça. Il montra une série de notes manuscrites de Martineau. Lefebvre se rapproche trop. Préparez plan B. Contactez Morel pour accélérer procédure. Ariane vacillait. L'ampleur de la machination la dépassait. On ne s'était pas contenté de l'évincer. On l'avait traquée, analysée, détruite méthodiquement. Étienne posa instinctivement une main sur son épaule. « Ariane. »« Non, » dit-elle en se dégageant. « Non, j'ai besoin d'air. » Elle remonta précipitamment vers la surface, laissant les autres dans la salle secrète. Étienne la suivit inquiet. Il la trouva assise sur un banc de la place Bellecour, le regard perdu. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Ils m'ont détruite par calcul, » dit-elle sans le regarder. « Pas par négligence, pas par erreur, par calcul froid. » Étienne s'assit près d'elle, gardant une distance respectueuse. « Je suis désolé, si désolé. Votre père était au cœur de tout ça. Je sais, et je ne peux pas effacer ce qu'il a fait. » Étienne chercha ses mots. « Mais je peux vous aider à faire en sorte que justice soit rendue. » Ariane se tourna vers lui, les yeux rouges. « Pourquoi? Pourquoi m'aidez-vous vraiment ?» La question était directe, brutale. Étienne comprit qu'il ne pouvait plus esquiver. Au début par culpabilité, pour réparer les erreurs de mon père. Il prit une profonde inspiration. Maintenant c'est différent. Différent comment? Maintenant, c'est parce que je ne supporte pas l'idée qu'on vous ait fait du mal, parce que vous êtes la personne la plus forte et la plus intègre que j'ai jamais rencontrée, et parce que... Il hésita. Et parce que je suis en train de tomber amoureux de vous. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Ariane le regardait avec une expression indéchiffrable. « Vous ne pouvez pas dire ça, » murmura-t-elle finalement. « Pourquoi ? Parce que j'ai passé 3 ans à me reconstruire, à apprendre à vivre sans faire confiance à personne. Et vous, elle secoua la tête, vous portez le nom de celui qui a détruit ma vie. Je ne suis pas mon père, Ariane. Je sais, mais c'est plus compliqué que ça. » Étienne hocha la tête, acceptant sa réponse même si elle lui brisait le cœur. « Je comprends, et je ne vous demande rien. Juste de me laisser vous aider à aller au bout de cette histoire. » Ariane ferma les yeux. Dans sa poitrine, quelque chose luttait entre la peur et l'espoir, entre la méfiance et l'envie de croire que l'amour était encore possible. « D'accord, » dit-elle finalement, « finissons ce que nous avons commencé. » Mais quand elle rouvrit les yeux, Étienne y lut quelque chose qui n'y était pas avant. Une fissure dans sa carapace. Et peut-être, juste peut-être, le début d'une réconciliation avec l'amour. L'arrestation de Jean-Claude Martineau fit les gros titres de tous les journaux lyonnais. Scandale de corruption à la mairie, un réseau démantelé, archives secrètes découvertes dans des galeries médiévales, l'archéologue innocenté après 3 ans d'injustice. Ariane se réveilla célèbre malgré elle, et cette notoriété la mettait profondément mal à l'aise. 7 demandes d'interview ce matin, annonça Léo en arrivant sur le site de fouille. France 3, Le Progrès, même TF1 veut vous rencontrer. Hors de question, répondit Ariane fermement. Elle était agenouillée près d'un nouveau carreau de fouille, pinceau et truelle, alignés avec précision militaire. « Mais c'est votre réhabilitation, » protesta Margot. « Le monde entier peut enfin connaître la vérité. La vérité, elle est ici. » Ariane désigna les fragments de céramique qu'elle dégageait délicatement. Pas dans des studios de télévision. Étienne descendit les marches menant aux galeries, portant un thermos de café et des viennoiseries. Cette attention quotidienne était devenue un rituel qu'Ariane appréciait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Des nouvelles de l'enquête ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son travail. « Martineau a parlé. Il implique d'autres personnes, y compris... » Étienne hésita. « Y compris mon père, évidemment. » Ariane s'arrêta net. « Ça vous pose problème ? Le problème, c'est que l'enquête risque de s'étendre aux entreprises Morel actuelles. Mes employés, mes projets en cours, tout va être passé au crible. Et ça vous inquiète ?» Étienne s'accroupit près d'elle. « Pas pour moi, pour vous.
Si l'enquête révèle que j'ai financé vos fouilles dans un but de manipulation, ce n'est pas le cas? L'interruption d'Ariane était tranchante comme une lame. Bien sûr que non, mais les apparences... Il passa une main lasse dans ses cheveux. Un fils qui finance l'archéologue que son père a détruite, ça peut paraître suspect. Ariane posa enfin ses outils et le regarda. Étienne avait maigri ces dernières semaines. Des cernes marquaient ses yeux verts, et elle devinait la tension qui l'habitait. « Étienne, regardez-moi. » Il obéit. « Croyez-vous vraiment que j'accepterais de me faire manipuler une seconde fois? Non, mais... Alors on continue. L'enquête suivra son cours, et nous fouillons. » Un sourire fatigué éclaira le visage d'Étienne. Cette détermination d'Ariane, cette façon qu'elle avait de trancher dans les doutes et les complications, il en tombait un peu plus amoureux chaque jour. Leur moment d'intimité fut interrompu par l'arrivée précipitée de Claire Rousseau, escortée d'un homme en costume sombre qu'Ariane ne connaissait pas. « Ariane, Étienne, je vous présente Maître Dubois, avocat de la famille Martineau. » L'homme s'avança, son expression grave contrastant avec la politesse de ses manières. « Madame Lefebvre, Monsieur Morel, j'ai une proposition à vous faire de la part de mon client. »« Quelle proposition ?» demanda Ariane méfiamment. « Mon client est prêt à plaider coupable et à révéler tous les détails de l'affaire, en échange d'un arrangement à l'amiable concernant les dommages et intérêts que vous pourriez réclamer. » Ariane échangea un regard avec Étienne. « Combien ? 2 millions d'euros, plus un poste de conservatrice en chef au musée gallo-romain avec tous les avantages. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. « C'est tout ?» demanda finalement Ariane d'une voix dangereusement calme. L'avocat cligna des yeux, surpris. « Pardon ? 2 millions pour 3 ans de vie brisée, une carrière détruite, une réputation souillée ?» Ariane se leva lentement. « Vous croyez vraiment qu'on achète l'honneur au kilo ? Madame Lefebvre, soyez raisonnable. Cette somme vous permettrait de... »« De quoi ?» l'interrompit-elle. « D'oublier que votre client a organisé méthodiquement ma destruction, de fermer les yeux sur un système de corruption qui détruit encore d'autres innocents. » Étienne observait la scène, fasciné par la colère froide qui émanait d'Ariane. Elle était magnifique dans sa fureur juste. « Ma réponse est non, » déclara-t-elle. « Je veux que toute la vérité éclate au grand jour, tous les coupables, tous les complices, toutes les ramifications. Et je veux qu'ils paient devant la justice, pas dans l'ombre d'un arrangement. » L'avocat se tourna vers Claire. « Madame la directrice, peut-être pourriez-vous raisonner ? » « Moi aussi, ma réponse est non, » coupa Claire. « L'intégrité de notre institution n'est pas négociable. » Après le départ de l'avocat, penaud, Claire se tourna vers Ariane. « Vous réalisez que vous venez de refuser une fortune ? L'argent ne me rendra jamais ces 3 années perdues, mais la vérité, si. » Étienne sentit son cœur se gonfler d'admiration. Cette femme qu'il aimait était d'une droiture absolue, incorruptible. Le soir venu, ils marchèrent le long du Rhône, parlant des découvertes de la journée. Ariane avait mis au jour de nouvelles fresques, et son enthousiasme était contagieux. « Au fait, dit-elle soudain, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit l'autre jour. » Étienne sentit son cœur s'accélérer. « À propos de vos sentiments. » Elle s'arrêta et lui fit face. « J'ai besoin de savoir quelque chose. »« Quoi ? Si l'enquête révélait que vous étiez complice de votre père, même inconsciemment, que feriez-vous » La question était un piège, et ils le savaient tous les deux. « Je me rendrai immédiatement à la police, » répondit Étienne sans hésiter. « Même si ça signifiait la prison, la ruine de votre entreprise, même si ça signifiait tout perdre. Parce que vous m'avez appris quelque chose, Ariane. Vous m'avez appris qu'il vaut mieux tout perdre avec la vérité que tout gagner dans le mensonge. » Ariane le regarda longuement, sondant sa sincérité. « Dans ce cas, dit-elle finalement, je crois que je commence à vous faire confiance. » C'était peu. Mais pour Étienne, c'était tout. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 3 ans, Ariane s'endormit en pensant qu'elle n'était peut-être plus seule au monde, et qu'après tout, l'amour était peut-être plus fort que la peur. L'interrogatoire d'Étienne dura 6 heures. Assis face au commissaire Blanchard dans le bureau spartiate du commissariat, il répondit à chaque question avec une précision qui impressionnait même ses accusateurs. Non, il n'avait jamais eu connaissance des activités de son père. Oui, il avait découvert les documents compromettants après sa mort. Non, il ne cherchait pas à acheter le silence d'Ariane Lefebvre en finançant ses fouilles. « Pourquoi l'avoir contacté alors ?» demanda le commissaire pour la énième fois. « Parce que c'était juste, » répondit Étienne avec la même patience qu'au début, et parce que son travail méritait d'être reconnu. Quand il sortit enfin du commissariat, le soleil couchant teintait Lyon d'orange et de rouge. Il trouva Ariane qui l'attendait sur les marches, emmitouflée dans un manteau de laine beige qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. « Comment saviez-vous que j'étais là ?»
demanda-t-il. Claire m'a prévenu. Elle scrutait son visage. Ça va? Étienne sourit, touché par son inquiétude. Je survis. Et vous? Comment se sont passées les fouilles sans moi pour vous apporter votre café? Terriblement, avoua-t-elle avec un sourire timide. Léo fait un café infect. Ils marchèrent vers le centre-ville sans but précis, savourant le simple fait d'être ensemble après cette journée difficile. L'air fraîchissait, annonçant l'automne. « Ils vous suspectent vraiment ?» demanda Ariane. « Ils font leur travail, et honnêtement, à leur place, je me poserai les mêmes questions. » Étienne s'arrêta près de la fontaine Bartholdi. « Ariane, il faut que vous sachiez quelque chose. » Son ton sérieux inquiéta la jeune femme. « Quoi? L'enquête risque de traîner en longueur. Mes comptes sont gelés, mes projets suspendus. Je ne pourrai peut-être pas continuer à financer les fouilles. » Ariane sentit son cœur se serrer. « Oh, je cherche d'autres mécènes, mais... » Il haussa les épaules avec amertume. « Difficile de trouver des sponsors quand on est soupçonné de corruption. Et vos employés? Je les ai réunis ce matin. Certains vont démissionner, d'autres me font confiance. » Il la regarda intensément. « La vraie question, c'est, est-ce que vous me faites confiance ?» Ariane n'hésita qu'une seconde. « Oui. » Ce simple mot illumina le visage d'Étienne. « Même si tout s'écroule autour de moi? Surtout si tout s'écroule autour de vous. » Il y eut un silence pendant lequel ils se regardèrent vraiment pour la première fois. Plus de méfiance dans les yeux d'Ariane, plus de culpabilité dans ceux d'Étienne. Juste une reconnaissance mutuelle, profonde et troublante. « Ariane, » murmura-t-il en s'approchant. « Oui, j'aimerais vous embrasser, mais je ne veux pas profiter de votre vulnérabilité. » Elle sourit, et ce sourire transforma complètement son visage. « C'est moi qui suis vulnérable? Vous venez de passer 6 heures en garde à vue. Mais c'est vous qui avez tout à perdre si vous vous trompez sur mon compte. » Ariane posa doucement sa main sur sa joue. « J'ai déjà tout perdu une fois. J'ai survécu. Mais vivre dans la peur, ça c'est impossible. » Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut avec une douceur infinie, comme s'ils scellaient bien plus qu'une attraction mutuelle. C'était un serment, une promesse de faire confiance malgré tout. 3 semaines plus tard, l'enquête piétinait, mais les découvertes archéologiques s'enchaînaient. Ariane avait mis au jour une salle entière de manuscrits médiévaux parfaitement conservés, suscitant l'enthousiasme de la communauté scientifique internationale. « Université de Cambridge au téléphone », annonça Léo en dévalant les escaliers des galeries. « Il propose une exposition itinérante de vos découvertes. Et Science et Avenir veut faire sa une avec vos fresques », ajouta Margot. Ariane souriait en écoutant les propositions, mais Étienne, qui l'observait depuis un angle de la galerie, voyait bien que quelque chose la préoccupait. Il la rejoignit quand l'équipe fut remontée pour la pause déjeuner. « Qu'est-ce qui vous tracasse ?» demanda-t-il en s'asseyant près d'elle sur un bloc de pierre ancien. Toute cette attention, elle désigna vaguement vers la surface. « Je n'ai jamais voulu être célèbre. Je voulais juste faire mon travail. Et c'est exactement ce que vous faites. Le reste n'est que du bruit. » Ariane se tourna vers lui. Depuis leur premier baiser, ils avaient appris à s'apprivoiser, multipliant les moments de tendresse discrète. Étienne avait une façon de la regarder qui la faisait se sentir précieuse, unique. « J'ai peur que cette notoriété me change, » avoua-t-elle, « que je devienne quelqu'un d'autre. » Impossible. Étienne prit sa main dans la sienne. « Vous êtes la personne la plus authentique que je connaisse. La célébrité ne peut pas effacer ça. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que même quand tout le monde vous a tourné le dos, vous n'avez jamais perdu votre intégrité. Ça ne risque pas de changer maintenant que tout le monde vous admire. » Cette confiance absolue qu'il avait en elle bouleversait Ariane. Personne ne l'avait jamais regardée avec autant d'amour, réalisa-t-elle, car c'était bien cela qui brillait dans les yeux d'Étienne, un amour profond, patient, sans condition. Étienne, oui, quand tout ceci sera fini, quand l'enquête sera close et les fouilles terminées, que se passera-t-il entre nous? Il caressa doucement sa joue. Ce que vous voudrez qu'il se passe. Et si je vous demandais de tout quitter, l'entreprise, Lyon, cette vie, je le ferai. Sans hésitation. Ariane, dit-il avec une intensité qui la fit frissonner. J'ai passé ma vie à construire des bâtiments qui s'effacent avec le temps. Avec vous, j'ai découvert qu'on pouvait bâtir quelque chose d'éternel. Quoi? L'amour, le vrai, celui qui résiste aux tempêtes et aux années. Ariane sentit ses défenses s'effondrer complètement. Cet homme qui portait le nom de son ennemi était devenu la personne la plus importante de sa vie. « Je vous aime », murmura-t-elle. C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots. Étienne ferma les yeux, comme s'il voulait graver cet instant dans sa mémoire pour l'éternité. « Je vous aime aussi, plus que ma propre vie. » Ils s'embrassèrent avec une passion née de tous les obstacles surmontés, de toutes les peurs vaincues.
Autour d'eux, les pierres millénaires semblaient témoigner de cet amour qui, comme elles, traverserait les épreuves du temps. Dans l'obscurité des galeries, ils venaient de trouver leur lumière. La découverte qui allait tout changer eut lieu un mardi matin pluvieux de novembre. Vincent, le géologue, effectuait des relevés dans la partie la plus ancienne des galeries quand son radar pénétrant révéla une anomalie. Derrière ce qui semblait être un mur plein se cachait un espace plus vaste que tout ce qu'ils avaient exploré jusque-là. « Une cathédrale souterraine », murmura-t-il en étudiant ses instruments, au moins 50 mètres de long. Ariane sentit son pouls s'accélérer. Après des mois de fouilles, les galeries continuaient de livrer leurs secrets. L'ouverture de cette nouvelle salle nécessita 3 jours de préparation minutieuse. Claire Rousseau descendit personnellement superviser l'opération, accompagnée d'experts du patrimoine parisien. Quand ils percèrent enfin la paroi, un souffle d'air ancien s'échappa, chargé d'une odeur de pierre froide et de temps figé. Ariane fut la première à pénétrer dans l'espace révélé, sa lampe frontale balayant des merveilles architecturales qui lui coupèrent le souffle. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. Devant elle s'étendait une nef souterraine, aux voûtes sculptées avec un raffinement extraordinaire. Des colonnes de marbre rose supportaient des arcs-boutants délicatement ciselés. Mais ce qui la figea sur place, ce fut l'autel central, un bloc de pierre noire gravé de symboles qu'elle n'avait jamais vu. « C'est impossible », balbutia Margot en découvrant à son tour la salle. « Une architecture pareille, au XIVe siècle, ça défie tout ce qu'on sait de cette époque. » Étienne, qui suivait le groupe, s'arrêta net en voyant l'expression d'Ariane. Elle était livide, tremblante, fixant l'autel comme si elle avait vu un fantôme. « Ariane, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Ses mains tremblaient en sortant un carnet de son sac qu'elle feuilleta fébrilement jusqu'à trouver une page précise. C'était un croquis qu'elle avait réalisé des années auparavant, lors de ses premières recherches. Le croquis représentait exactement l'autel qu'ils venèrent de découvrir. « Ariane ?» insista Étienne, inquiet. « Que se passe-t-il » Ces symboles, sa voix était à peine audible. Je les ai déjà vus, dans les archives de la bibliothèque municipale, il y a 10 ans. Et alors ? Alors ils n'étaient pas censés exister. C'étaient des dessins dans un carnet attribué à tort à un moine lyonnais. Le carnet a disparu peu après que j'ai commencé à l'étudier. Claire s'approcha, fronçant les sourcils. Disparu comment ? Officiellement détruit lors d'un dégât des eaux. Mais Ariane déglutit difficilement. Mais j'avais eu le temps d'en faire des copies. Et Jean-Claude Martineau était présent quand j'ai consulté ce carnet pour la première fois. Un silence glacé tomba sur le groupe. Les implications de cette révélation étaient terrifiantes. « Vous pensez que Martineau savait ?» demanda Léo. « Je pense que Martineau a passé des années à chercher cette salle, et que ma découverte des galeries l'a rapproché dangereusement de son objectif. » Ariane se dirigea vers l'autel, sortant ses outils de travail. « Il faut que je vérifie quelque chose. » Avec une précision chirurgicale, elle dégagea la base de l'autel. Ses soupçons se confirmèrent. La pierre masquait une cavité secrète. À l'intérieur, soigneusement emballés dans des étoffes de soie, reposaient des objets qui défièrent l'entendement de tous les présents. Des calices en or pur, des manuscrits aux enluminures d'une beauté saisissante, des bijoux d'un raffinement extraordinaire. « Un trésor », murmura Vincent. « Un véritable trésor médiéval. »« Pas seulement médiéval », corrigea Ariane en examinant l'un des manuscrits. « Regardez cette signature. » Elle désigna une page où s'étalait une signature qu'ils reconnurent tous, Jean-Claude Martineau. Il a ajouté ses propres contributions au trésor, dit Claire avec dégoût. Corruption moderne cachée dans un patrimoine ancien, résuma Étienne. Génial comme cachette. Ariane continuait d'inventorier les objets, mais son attention fut attirée par un coffret de bois sculpté. À l'intérieur, elle découvrit des documents qui la glacèrent d'horreur. « Étienne !» appela-t-elle d'une voix blanche. « Il faut que vous voyiez ça. » Il s'approcha et découvrit des contrats, des reçus, des correspondances, tous portant la signature de son père. Henri Morel n'était pas qu'un complice de Martineau, il était le cerveau de l'opération. « Votre père cherchait ce trésor depuis 20 ans, dit Ariane en parcourant les documents. Il avait financé des recherches clandestines, acheté des historiens, corrompu des officiels, tout ça pour mettre la main sur cette collection. Étienne lut par-dessus son épaule, sentant son monde s'écrouler. Les preuves étaient accablantes. Son père n'était pas seulement corrompu, il était l'organisateur d'un pillage patrimonial d'envergure. Et moi qui croyais qu'il construisait des bâtiments, murmura-t-il avec amertume. Il construisait un empire sur le vol de l'histoire, corrigea Ariane doucement. Le pire restait à venir. Au fond du coffret,
Ariane découvrit un plan détaillé des galeries, annoté de la main d'Henri Morel. Et dans un coin, une note qui la figea « Éliminer Lefebvre devient dangereuse ». « Éliminer » répéta Étienne incrédule. « Il avait prévu de me faire taire définitivement », réalisa Ariane. Si l'accusation de vandalisme n'avait pas suffi, la rage qui submergea Étienne était si pure qu'elle le surprit lui-même. Son père avait non seulement détruit la carrière d'Ariane, mais avait envisagé de s'en prendre à sa vie. « Je suis désolé », dit-il, la voix brisée. « Tellement désolé pour tout ce qu'il vous a fait. » Ariane posa une main apaisante sur son bras. « Ce n'est pas votre faute, Étienne. Vous n'étiez pas responsable de ces actes. Mais je porte son nom, son héritage. »« Non, » dit-elle fermement. « Vous portez votre propre nom maintenant, celui de l'homme qui m'a aidé à retrouver la vérité. » Claire, qui avait observé la scène en silence, prit la parole. « Cette découverte change tout. Le trésor sera restitué au patrimoine public, et l'enquête va prendre une ampleur internationale. »« Et nous ?» demanda Étienne à Ariane. « Que devient notre histoire dans tout ça ?» Ariane le regarda avec une intensité qui le bouleversa. Dans cette cathédrale souterraine, entourée de siècles d'histoire et de beauté, elle prit sa décision. « Notre histoire ne fait que commencer, » dit-elle. Et dans la lumière dorée de leurs lampes, ils s'embrassèrent comme deux survivants qui avaient traversé la tempête pour se retrouver. La vérité était enfin libre, et avec elle, leur amour. 6 mois après la découverte du trésor, Lyon était devenu le centre d'attention du monde archéologique. Le site des galeries médiévales avait été classé patrimoine national d'urgence, et une équipe internationale d'experts travaillait sous la direction d'Ariane pour étudier chaque détail de cette merveille souterraine. Ariane elle-même avait changé. Non pas dans son essence, elle restait cette femme passionnée et intègre qu'Étienne admirait, mais dans sa confiance en elle. Fini le temps où elle se cachait au dernier rang. Elle dirigeait désormais les opérations avec une autorité naturelle qui forçait le respect de tous. Ce matin de printemps, elle préparait sa présentation pour le colloque international qui se tiendrait le soir même à la Cité internationale. Ironie du sort, c'était dans le même auditorium où ils s'étaient rencontrés qu'elle allait révéler au monde les secrets des galeries lyonnaises. « Nerveuse ?» demanda Étienne en la rejoignant dans son bureau temporaire. Ariane leva les yeux de ses notes. Il portait un costume sobre qui soulignait sa prestance naturelle. Depuis la fin de l'enquête, qui l'avait définitivement innocenté, il s'était recentré sur les projets de patrimoine, transformant complètement l'orientation des entreprises Morel. « Un peu », avoua-t-elle. « C'est étrange de penser qu'il y a 1 an, j'étais persona non grata dans ce même bâtiment. Et maintenant, vous êtes l'invité d'honneur. » Étienne s'approcha et ajusta délicatement une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon. « Votre père serait fier. » Ariane sourit. Elle avait souvent parlé à Étienne de son père, cet historien passionné qui lui avait transmis l'amour des vieilles pierres avant de mourir quand elle avait 20 ans. C'était l'une des raisons pour lesquelles l'injustice de son éviction l'avait tant brisée. Elle avait eu l'impression de trahir sa mémoire. « Il aurait adoré voir ça », dit-elle en regardant par la fenêtre vers l'entrée du site de fouilles. Une cathédrale souterraine. C'était son rêve de découvrir quelque chose comme ça. Il l'a découvert, à travers vous. Ces mots simples touchèrent Ariane droit au cœur. Étienne avait cette capacité à dire exactement ce qu'il fallait, au bon moment. « Au fait, » dit-elle en se tournant vers lui, « j'ai eu des nouvelles de Martineau ce matin. Ah, 15 ans de prison ferme et interdiction d'exercer à vie. » Sa satisfaction était visible. Justice est rendue. Étienne hocha la tête. L'ancien directeur de l'urbanisme avait fini par avouer l'intégralité de ses crimes, espérant alléger sa peine. En vain. Les juges avaient été impitoyables avec celui qui avait organisé méthodiquement la destruction d'une carrière pour protéger ses activités criminelles. « Et Vincent ?» demanda Étienne. « Il a accepté le poste de géologue en chef sur le site. Margot aussi reste. Et Léo ?» Ariane sourit. « Léo a été accepté pour son doctorat. Il étudie les techniques de conservation des manuscrits médiévaux. Toute l'équipe reconstituée. Plus que reconstituée. Unie. » Un silence complice s'installa entre eux. Ils avaient appris à savourer ces moments de paix, après les mois de turbulence qu'ils avaient traversés. « Ariane, » dit soudain Étienne, « j'ai quelque chose à vous dire. » Son ton sérieux alarma la jeune femme. « Quoi ?» ?»« J'ai reçu une proposition. Un projet de restauration de monuments historiques. En Italie. Un contrat de 2 ans, très prestigieux. » Le cœur d'Ariane se serra. Et j'ai refusé. Pourquoi? La question jaillit plus vivement qu'elle ne l'aurait voulu. Étienne sourit. Parce que ma place est ici, avec vous. Si vous voulez de moi, évidemment. Étienne,
Laissez-moi finir. Il prit ses mains dans les siennes. Ces derniers mois, vous m'avez appris ce que signifiait vraiment construire. Pas seulement des bâtiments, mais une vie, un avenir, un sens. Je ne veux plus jamais être séparé de vous. Ariane sentit des larmes monter à ses yeux. Vous êtes sûr? Votre carrière, vos ambitions? Ma seule ambition, c'est de vous rendre heureuse, de mériter votre amour chaque jour. Vous n'avez pas à le mériter, Étienne, vous l'avez. Elle caressa sa joue, complètement. Ils s'embrassèrent avec toute la tendresse accumulée au fil des mois. Quand ils se séparèrent, Ariane avait les joues rouges et les yeux brillants. « Il faut que je vous avoue quelque chose, » dit-elle. « J'ai moi aussi reçu une proposition. » Étienne fronça les sourcils, inquiet. « Cambridge veut m'offrir une chaire d'archéologie médiévale. Avec un laboratoire, une équipe, un budget conséquent. C'est fantastique. Vous devez accepter, c'est l'opportunité de votre vie. » Ariane secoua la tête. J'ai refusé aussi. « Mais pourquoi? Parce que ma place est ici. Avec mes galeries, mon équipe. Et vous ?» Elle sourit. « Si vous voulez de moi, évidemment. » Étienne éclata de rire, un rire de joie pure qui résonna dans tout le bureau. « Nous sommes fous tous les deux, » dit-il. « Complètement fous. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. » Le soir, dans l'auditorium bondé, Ariane monta sur scène sous les applaudissements. Dans la salle, elle chercha instinctivement le dernier rang, par habitude. Mais cette fois, c'est au premier rang qu'elle trouva ce qu'elle cherchait. Étienne qui lui souriait avec fierté. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle d'une voix claire, « il y a un an, je me trouvais dans cette même salle, assise au dernier rang, persuadée que ma carrière était terminée. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la plus belle découverte archéologique de ma vie. » Elle marqua une pause, croisant le regard d'Étienne. « Mais avant de vous parler des galeries lyonnaises, je voudrais vous dire quelque chose sur la reconstruction. Parfois, nous pensons que notre histoire est finie, que les erreurs du passé nous ont définitivement brisés. Et puis, quelqu'un nous tend la main. Dans la salle, pas un bruit. Tous étaient suspendus à ces paroles. Les pierres que nous avons découvertes ont traversé des siècles. Elles ont survécu aux guerres, au pillage, à l'oubli. Elle nous enseigne que la beauté résiste toujours à la destruction, que la vérité finit toujours par émerger. Sa voix se fit plus douce. Et que l'amour, le vrai, celui qui nous aide à nous relever et à nous reconstruire, est plus fort que toutes les injustices du monde. Les applaudissements qui éclatèrent durèrent plusieurs minutes, mais Ariane n'entendait qu'une chose, les battements de son cœur qui lui disaient qu'elle était enfin à sa place, en première ligne, et amoureuse. 2 semaines après la découverte du trésor, Lyon était en émoi. Les journalistes campaient devant les galeries, les experts du monde entier affluaient, et Ariane se trouvait malgré elle au centre d'un tourbillon médiatique qu'elle n'avait jamais souhaité. Mais ce matin-là, une convocation l'attendait qui allait changer le cours de sa vie. Une conférence de presse nationale, 15 heures, lui annonça Claire en agitant une lettre officielle. Le ministre de la Culture veut officialiser votre réhabilitation. Ariane blêmit. L'ampleur de son histoire avait dépassé Lyon. Elle était devenue un symbole national de résistance contre la corruption. Ce n'est pas négociable, continua Claire devant son expression paniquée. Votre affaire représente plus qu'une injustice personnelle maintenant. Ses excuses? Ariane se laissa tomber dans un fauteuil. Après 3 ans, ils veulent s'excuser? Étienne, qui assistait à la scène, s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. C'est votre moment, Ariane. Votre réhabilitation complète. Mais je ne sais pas si j'en ai envie. Toute cette attention, cette récupération politique, elle secoua la tête. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait tout ça. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Demanda Claire doucement. Ariane leva les yeux vers Étienne, puis vers Claire, pour la vérité. Rien que pour la vérité. L'après-midi, l'auditorium de la Cité internationale, le même où tout avait commencé, était bondé. Journalistes, caméras, flash. Ariane se tenait en coulisses, paralysée par l'ampleur de l'événement. « Je ne peux pas », murmura-t-elle à Étienne. « C'est trop. »« Si, vous pouvez, » dit-il fermement. « Vous savez pourquoi? Parce que cette fois, vous n'êtes plus seul au dernier rang. Cette fois, vous êtes à votre place, devant. » Le ministre de la Culture monta d'abord sur scène, prononçant un discours officiel sur l'importance du patrimoine et les erreurs du passé. Puis, il appela Ariane à le rejoindre. « Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de présenter les excuses officielles de la République française à Madame Ariane Lefebvre. » Ariane s'avança, les jambes tremblantes. Devant elle s'étendait une mer de visages, de caméras, de micros. Mais au premier rang, elle aperçut Étienne, qui lui souriait avec encouragement. « Madame Lefebvre, continua le ministre, vous avez été victime d'une injustice grave.
Au nom de l'État français, je vous présente nos excuses les plus sincères et vous remets la Légion d'honneur pour services exceptionnels rendus au patrimoine national. Les applaudissements éclatèrent, mais Ariane resta figée. La Légion d'honneur, elle n'avait jamais cherché d'honneur, seulement la justice. Madame Lefebvre souhaiterait-elle dire quelques mots? Demanda le ministre. Ariane s'approcha du micro, le cœur battant. Pendant un instant, elle revit cette journée où elle s'était assise au fond de cette même salle, brisée et humiliée. Aujourd'hui, elle était debout devant tout le pays. « Merci », commença-t-elle d'une voix encore tremblante. Puis, puisant dans une force qu'elle ne se connaissait pas, sa voix se raffermit. « Merci pour ces excuses, mais je voudrais dire quelque chose d'important. » Elle balaya l'assistance du regard. « Cette affaire ne concerne pas seulement une archéologue injustement accusée. Elle concerne tous ceux qui se battent pour la vérité et qui sont parfois écrasés par des intérêts plus puissants qu'eux. » Un silence total régnait dans la salle. J'ai vécu 3 ans dans l'ombre, persuadé que ma voix ne comptait plus, mais j'ai appris que la vérité ne meurt jamais. Elle attend, patiente, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de la faire entendre. Ariane chercha Étienne du regard. Il la regardait avec une fierté si intense qu'elle y puisa le courage de continuer. Je dédie cette reconnaissance à tous ceux qui se battent dans l'ombre pour préserver notre héritage, et à ceux qui, comme moi, pensent que leur histoire est finie. Sa voix se fit plus douce. Elle ne l'est jamais. Il suffit parfois qu'une seule personne nous tende la main pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Les larmes aux yeux, elle quitta le podium sous un tonnerre d'applaudissements. Étienne l'attendait en coulisses et la serra dans ses bras. « Je suis si fier de vous, » murmura-t-il. « J'ai cru que j'allais m'effondrer, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez été magnifique. » Ce soir-là, ils marchèrent le long du Rhône, fuyant l'agitation médiatique. Ariane portait encore sa médaille qu'elle contemplait avec un mélange de fierté et d'incrédulité. « Vous réalisez ce qui vient de se passer ?» demanda Étienne. « Pas vraiment. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. C'est votre réalité maintenant, Ariane. Vous êtes redevenue celle que vous avez toujours été, une femme exceptionnelle. » Ariane s'arrêta et se tourna vers lui. « Étienne, il faut que je vous dise quelque chose. »« Quoi ?» ?»« Quand j'étais sur cette scène, face à toutes ces caméras, il n'y a qu'une seule personne que je cherchais dans la foule. Vous. » Étienne sentit son cœur s'emballer. « Ariane, laissez-moi finir. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Pendant 3 ans, j'ai cru que plus jamais je ne pourrais faire confiance à quelqu'un. Et puis vous êtes arrivé, vous, avec votre nom maudit et votre culpabilité, et vous m'avez rendu l'espoir. Vous m'avez sauvé autant que je vous ai aidé. Non, Étienne, vous avez fait plus que ça. » Elle caressa sa joue. « Vous m'avez appris à nouveau aimer. » Ariane, il la serra contre lui. « Je vous aime, plus que tout au monde. Moi aussi je vous aime, complètement. » Malgré tout ce qui nous a séparés au début, ils s'embrassèrent sous les étoiles lyonnaises, scellant enfin leur amour sans réserve ni arrière-pensée. Ils avaient traversé la tempête, ils avaient survécu aux mensonges, aux trahisons, aux doutes. Et maintenant ils étaient libres de s'aimer, car parfois l'amour naît vraiment des ruines. Et quand il survit à toutes les épreuves, il devient indestructible. 2 ans plus tard, printemps, le soleil matinal filtrait à travers les vitraux colorés de l'église Saint-Nizier de Lyon, projetant des arcs-en-ciel sur les murs de pierre millénaires. L'ancienne église, témoin de tant d'histoires d'amour au fil des siècles, s'apprêtait à accueillir une union particulièrement émouvante. Des guirlandes de pivoine blanches et de roses anciennes ornaient chaque banc, leur parfum délicat se mêlant à l'encens et à l'odeur familière de la pierre ancienne. Dans la petite sacristie adjacente au chœur, Ariane se regardait dans le miroir ancien au cadre doré. Sa robe, d'une simplicité raffinée, avait été confectionnée dans un crêpe de soie couleur crème qui épousait parfaitement sa silhouette élancée. Le décolleté en V mettait en valeur le collier de perles fines que lui avait offert Lucienne, la mère adoptive d'Étienne, un bijou de famille que j'aimerais voir porté par la femme qui a rendu la paix à mon fils. « Vous êtes absolument magnifique !» murmura Margot en ajustant délicatement le voile de dentelle de Calais qui avait appartenu à la grand-mère d'Ariane. Son ancienne coéquipière, devenue sa plus proche amie et confidente, avait insisté pour être sa demoiselle d'honneur. Elle portait une robe fluide, dans un ton lavande qui mettait en valeur ses cheveux auburn. « J'ai encore du mal à réaliser que ce jour est arrivé », avoua Ariane, sa voix trahissant une émotion contenue. « Parfois j'ai l'impression que je vais me réveiller dans mon ancien studio, et que tout ceci n'aura été qu'un rêve merveilleux. Arrêtez donc avec ces idées noires, » la gronda gentiment Léo, en passant la tête par la porte entr'ouverte. Il portait un costume anthracite élégant.
ses cheveux habituellement ébouriffés impeccablement coiffés pour l'occasion. Étienne vous attend dans la nef, et je vous assure qu'il a l'air aussi nerveux que vous. Il n'arrête pas de vérifier sa montre et d'ajuster sa cravate. Ariane sourit avec tendresse. Léo dirigeait maintenant sa propre équipe de recherche sur les manuscrits médiévaux à l'université Lyon 3, ayant obtenu son doctorat avec les honneurs. Vincent, quant à lui, avait ouvert un cabinet de géologie appliquée au patrimoine qui prospérait grâce aux recommandations d'Étienne. Leur petite équipe d'origine s'était dispersée pour mieux rayonner, mais les liens forgés dans les profondeurs des galeries demeuraient indestructibles. Au fait, ajouta Léo avec un sourire malicieux, Claire vient d'arriver avec le maire, et devinez qui l'accompagne. Le ministre de la Culture en personne. Votre mariage fait décidément sensation. Mademoiselle Ariane, une voix douce qu'elle ne connaissait pas, l'interpella depuis l'entrée de la sacristie. Elle se retourna et découvrit une femme d'une 60aine d'années, au visage bienveillant et lumineux, accompagnée d'un homme distingué aux cheveux poivre et sel. Il dégageait cette sérénité particulière des personnes qui ont consacré leur vie à l'éducation et au service des autres. Nous sommes Lucienne et Robert Moreau, expliqua la femme en s'approchant avec une grâce naturelle. Les parents adoptifs d'Étienne. Nous tenions absolument à vous rencontrer avant la cérémonie. Bien qu'Étienne nous ait déjà tellement parlé de vous que nous avons l'impression de vous connaître depuis toujours. Ariane les regardait avec une curiosité émue. Étienne lui avait souvent raconté comment ce couple d'instituteurs retraités l'avait recueilli et élevé avec amour après la mort tragique de ses parents biologiques dans un accident de voiture, quand il n'avait que 12 ans. Henri Morel l'avait adopté officiellement pour des raisons successorales, mais l'avait immédiatement confié aux Moreau, préférant se concentrer sur ses affaires plutôt que sur l'éducation d'un enfant traumatisé. « Nous voulions vous remercier du fond du cœur, » dit Robert, la voix chargée d'émotions sincères. Depuis qu'il vous a rencontré, Étienne a retrouvé cette joie de vivre qu'il avait perdue. Il était si tourmenté par l'héritage moral de son père adoptif, si rongé par la culpabilité. Vous l'avez aidé à se pardonner et à croire à nouveau en la bonté humaine, ajouta Lucienne en prenant doucement les mains d'Ariane entre les siennes. Vous lui avez redonné foi en l'amour. Et nous, qui l'aimons comme notre propre fils, nous vous en serons éternellement reconnaissants. Ces mots touchèrent Ariane droit au cœur. Elle n'avait jamais pleinement réalisé qu'elle avait, elle aussi, aidé Étienne à guérir de ses blessures profondes. Leur amour avait été un baume mutuel, une reconstruction à deux. « C'est lui qui m'a sauvé, » murmura-t-elle. « Il m'a rendu ma dignité et mon espoir. » L'amour véritable fonctionne ainsi, sourit Lucienne. Il guérit en donnant et en recevant. Les premières notes de l'orgue s'élevèrent soudain dans la nef, emplissant l'église de leur majesté solennelle. La marche nuptiale de Mendelssohn résonnait contre les voûtes gothiques, signal que le moment tant attendu était enfin arrivé. « C'est l'heure !» annonça Margot en ajustant une dernière fois le voile d'Ariane. Ariane prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre à tout rompre. Dans quelques minutes, elle remonterait cette allée centrale pour rejoindre l'homme qui avait transformé sa vie, qui l'avait aidé à passer de l'ombre à la lumière. Elle apparut dans l'encadrement de la porte de la sacristie au bras du professeur Dubois, qui avait accepté avec une émotion non dissimulée de la conduire à l'autel. Le vieil homme, maintenant âgé de 75 ans, avait été le seul à croire en son innocence pendant les années noires. Ses yeux brillaient de larmes de joie derrière ses lunettes. L'église Saint-Nizier était comble. Tous les bancs étaient occupés par leurs amis, leurs collègues et tous ceux qui avaient suivi de près leur histoire extraordinaire. Claire Rousseau était assise au premier rang, rayonnante dans un tailleur bleu marine. Le ministre de la Culture avait pris place à côté du maire de Lyon, témoignant de l'importance symbolique que revêtait cette union. Mais Ariane n'avait d'yeux que pour Étienne, debout devant l'autel dans son costume anthracite, parfaitement coupé, qui soulignait la couleur émeraude de ses yeux. Ses cheveux châtains brillaient sous la lumière des lustres, et son sourire, ce sourire qui l'avait séduite dès leur première rencontre, illuminait littéralement tout son visage. Quand leurs regards se croisèrent par-dessus l'assemblée, le monde sembla s'arrêter de tourner. À côté d'Étienne se tenait son témoin, un ami d'enfance architecte comme lui, mais aussi Vincent, qui avait insisté pour participer à la cérémonie. L'émotion était palpable dans l'assistance. Tous savaient qu'ils assistaient à bien plus qu'un mariage, mais à l'aboutissement d'une histoire de rédemption et de justice. Ariane remonta lentement l'allée centrale, son pas assuré résonnant sur les dalles de pierre usées par des siècles de passage. À chaque rang qu'elle dépassait, elle croisait des visages familiers et aimés, ses anciens professeurs d'université,
Ses collègues archéologues venus de toute l'Europe, les ouvriers qui avaient participé aux fouilles des galeries, tous souriaient avec cette joie particulière qu'inspire l'amour triomphant. « Mes très chers amis », commença le père Giroux une fois qu'Ariane eut rejoint Étienne devant l'autel, sa voix grave et chaleureuse portant parfaitement dans l'acoustique exceptionnelle de l'église. Le prêtre, un érudit passionné d'histoire médiévale d'une 50aine d'années, avait tenu à célébrer personnellement cette union après avoir visité les galeries et rencontré le couple. Nous sommes réunis en ce jour béni pour célébrer l'union sacrée d'Ariane et Étienne, dont l'amour extraordinaire est né de la recherche de la vérité et a grandi dans l'épreuve, telle une fleur qui s'épanouit entre les pierres anciennes. La cérémonie se déroula dans une émotion palpable qui gagnait progressivement toute l'assistance. Les lectures, choisies par le couple, parlaient de reconstruction, de pardon et d'espoir. Quand vint le moment des vœux personnels, Étienne prit délicatement les mains d'Ariane dans les siennes, ses doigts tremblant légèrement sous l'intensité de l'émotion. « Ariane, dit-il d'une voix claire qui portait jusqu'au fond de l'église, vous m'avez appris que l'amour véritable ne cherche pas à posséder ou à contrôler, mais à libérer et à élever. Vous m'avez libéré des chaînes de la culpabilité héritée de mon passé et m'avez montré que je pouvais, malgré tout, construire un avenir digne de vous, digne de nous. Je promets solennellement de vous chérir chaque jour de ma vie, de vous protéger contre toutes les tempêtes et de bâtir avec vous quelque chose de beau, de juste et d'éternel, à l'image de ces pierres millénaires qui nous ont réunis. » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, et Ariane vit des larmes briller dans ses yeux verts. Elle essuya discrètement une larme qui perlait au coin de son œil avant de prendre la parole à son tour, sa voix d'abord tremblante, puis de plus en plus assurée. « Étienne, commença-t-elle, il y a 3 ans, j'étais assise au fond d'une salle, brisée, persuadée que ma vie était terminée et que plus jamais je ne pourrais faire confiance à l'humanité. Vous m'avez tendu la main sans rien demander en retour, sans même me connaître. Vous m'avez aidé à retrouver ma place dans le monde, ma voix, ma force et surtout ma foi en l'amour. Je promets de partager avec vous tous les trésors que nous découvrirons ensemble, qu'ils soient enfouis dans la terre ou cachés dans nos cœurs, et de vous aimer avec la même constance que ces pierres anciennes, jusqu'à ce qu'elles se transforment en poussière et que l'éternité nous accueille. » Quand ils échangèrent leurs anneaux, des alliances simples en or blanc gravées de motifs inspirés des sculptures trouvées dans les galeries, puis s'embrassèrent pour sceller leur union devant Dieu et les hommes, l'église explosa d'applaudissements nourris et de cris de joie. Même le ministre de la Culture applaudissait avec enthousiasme. La sortie de l'église fut magique. Sous un ciel printanier d'un bleu parfait, les invités avaient formé une haie d'honneur et lançaient des pétales de roses blanches sur les nouveaux mariés. Claire Rousseau pleurait ouvertement de joie, Léo et Vincent poussaient des hurrahs, et les cloches de Sainte-Nizier sonnaient à toute volée. Le soir venu, dans le parc somptueux du château de Lacroix-Laval qu'Étienne avait loué pour la réception, ils dansèrent leur première valse d'époux sous un ciel étoilé. Le château du XVIIe siècle, illuminé pour l'occasion, offrait un décor féerique à cette soirée inoubliable. Un orchestre de chambre jouait des airs classiques et modernes, créant une ambiance à la fois élégante et chaleureuse. Autour d'eux, dans les jardins à la française ponctués de fontaines et de bosquets romantiques, leurs 150 invités levaient leurs coupes de champagne à leur bonheur. Les tables rondes, dressées avec raffinement, croulaient sous les mets délicats, préparés par le meilleur traiteur lyonnais. « Alors, Madame Morel » murmura Étienne contre son oreille, tandis qu'il valsait, seul au centre de la piste de danse improvisée sur la terrasse du château. « Aucun regret ? Aucun regret, monsieur mon époux, répondit-elle en souriant. Et vous ? Juste un seul. Ariane recula légèrement pour le regarder, une pointe d'inquiétude dans ses yeux noisettes. Lequel ? De ne pas vous avoir trouvé plus tôt. Nous aurions pu être heureux depuis plus longtemps. Elle éclata d'un rire cristallin qui attira les sourires attendris de tous leurs invités. Idiot adoré, si vous m'aviez trouvé plus tôt, nous n'aurions jamais eu cette histoire extraordinaire à raconter. Et puis, ajouta-t-elle plus sérieusement, nous avions chacun besoin de nos épreuves pour devenir les personnes capables de s'aimer comme nous nous aimons. Vous avez raison, comme toujours, et quelle histoire nous avons à raconter. Plus tard dans la soirée, ils se promenèrent en tête-à-tête dans les jardins parfumés du château, leurs doigts entrelacés, leurs alliances scintillant sous la clarté lunaire. Ariane avait ôté ses escarpins et marchait pieds nus dans l'herbe fraîche, sa robe bruissant doucement autour de ses chevilles. Elle portait maintenant officiellement le nom de Morel, mais avait décidé de conserver Lefebvre dans sa vie professionnelle,
une façon d'honorer la mémoire de son père et de préserver son identité de chercheuse. « Au fait, » dit Étienne en s'arrêtant près d'une fontaine baroque où l'eau murmurait dans la nuit, « j'ai une dernière surprise pour vous. »« Encore ?» Ariane leva les yeux au ciel avec amusement. « Vous ne trouvez pas qu'il y a eu suffisamment de surprises pour aujourd'hui? Le voyage de noces en Italie, le collier de perles de votre mère adoptive ?» Il sortit une enveloppe de cuir de la poche intérieure de sa veste. « Celle-ci est particulière. Ouvrez. » Intriguée, Ariane découvrit un document officiel rédigé sur papier à en-tête de la mairie de Lyon. Elle plissa les yeux pour lire dans la semi-obscurité. Qu'est-ce que c'est exactement? L'acte de propriété des galeries. Enfin, plus précisément, j'ai négocié avec la ville un bail amphithéotique de 99 ans pour votre centre de recherche. Officiellement, c'est un partenariat public-privé innovant pour la préservation du patrimoine. Ariane le regarda, bouche bée, le document tremblant entre ses mains. Un bail de 99 ans? Mais c'est presque l'éternité, oui, sourit-il. Je me suis dit que notre amour méritait des fondations aussi solides et durables que ces pierres millénaires qui nous ont réunis. Les larmes aux yeux, Ariane se jeta dans ses bras, folle de bonheur et d'émotion. Je vous aime, Étienne Morel, à la folie, à la vie, à la mort. Et moi, je vous aimerai jusqu'à ce que les archéologues du futur découvrent nos propres traces dans la poussière du temps et se demandent qui étaient ces deux fous qui ont osé croire que l'amour pouvait triompher de toutes les injustices du monde. Ils s'embrassèrent longuement dans le jardin parfumé de roses et de jasmin, sous un ciel étoilé qui semblait bénir leur union pour l'éternité. Au-delà des jardins, Lyon s'étendait dans la nuit, leur galerie souterraine dormant paisiblement, gardant les secrets de l'amour qui y était né. Demain, ils partiraient pour leur voyage de noces de 3 semaines en Italie, où Étienne avait prévu de lui faire découvrir les merveilles archéologiques de Florence, Rome et Pompéi. Puis ils reviendraient à Lyon pour commencer leur nouvelle vie d'époux, dans l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble dans le vieux Lyon, avec vue sur la Saône. Mais ce soir, sous les étoiles bienveillantes, ils savouraient simplement le miracle absolu de s'être trouvés contre toute attente, d'avoir surmonté ensemble tous les obstacles et d'avoir transformé la douleur en joie, l'injustice en amour. Car parfois, quand on pense sincèrement que tout est définitivement perdu, la vie nous offre une seconde chance inespérée. Et quand on a le courage de la saisir malgré nos peurs et nos blessures, elle peut nous mener vers un bonheur que nous n'osions même pas imaginer dans nos rêves les plus fous. Ariane Lefebvre-Morel n'était plus jamais cette femme brisée assise au fond d'une salle. Elle était enfin à sa vraie place, au centre rayonnant de sa propre vie, aimée, respectée et libre. Fin. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est qu'une seule personne se lève pour elle. Non pas pour la sauver, mais pour montrer au monde qu'elle a toujours mérité d'être devant. Dans les moments les plus sombres, quand nous croyons que notre histoire est terminée, l'amour vrai peut nous aider à nous reconstruire. Non pour nous sauver, mais pour nous rappeler qui nous sommes vraiment et nous donner la force de reconquérir notre place au soleil. Si vous étiez Ariane, assise au fond de cette salle après avoir vu votre vie détruite injustement, et que le Fils de l'homme qui a causé votre ruine s'approchait en vous offrant son aide, auriez-vous le courage de faire à nouveau confiance à l'amour? Ou la douleur du passé serait-elle trop forte pour permettre une seconde chance? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.